Il rentra chez lui plus tôt que prévu et la scène lui coupa le souffle. Dans le salon, aux boiseries polies et aux tableaux encadrés, une femme en tablier tenait un cahier d'exercice et faisait tracer des lettres au petit garçon qui riait en pointant du doigt une illustration. Le contraste était brutal. Samuel Lefebvre, investisseur millionnaire, connu pour ses dons aux grandes institutions et pour sa réputation implacable, restait figé dans l'encadrement de la porte, tandis que la lumière dorée du soir filtrait à travers les stores. On sentit la chaleur du radiateur, l'odeur du café amer qui avait refroidi, le crissement des pages et le cliquetis discret d'une cuillère dans une tasse abandonnée. Aïcha, 31 ans, employée de maison depuis 8 mois, avait la voix douce et un geste assuré quand elle expliquait une méthode de lecture au garçon de 6 ans, Thomas. Le sourire de l'enfant se dégrada en une expression inquiète quand son père franchit la pièce. L'homme sentit aussitôt son autorité mise en cause. Ce qui allait suivre n'allumerait pas seulement une dispute privée, mais lancerait une investigation plus vaste, une révélation qui questionnerait les balances du pouvoir et la notion de mérite. Qui se cachait derrière ces gestes calmes? Pourquoi une femme sans diplôme affiché obtenait-elle des progrès là où des spécialistes officiels avaient échoué? Le public allait bientôt le savoir et les institutions seraient contraintes de répondre. Nous allons suivre l'affaire depuis le choc intime jusqu'à la conférence publique et aux conséquences judiciaires et sociales. La confrontation éclata en quelques phrases brûlantes. « Que fais-tu ici » dit Samuel en refermant la porte comme s'il voulait fermer la scène entière. « Je lis à Thomas » répondit Aïcha en relevant la tête, la voix tranquille mais ferme. « Tu n'es pas autorisé à l'instruire » répliqua Samuel, le ton rauque. « Il avait des difficultés et j'ai proposé des exercices simples » dit-elle. « Tu sors de ma maison » ordonna-t-il. « Je ne partirai pas sans que l'on achève la leçon » dit-elle en posant une main sur le cahier. Les échanges devinrent plus ombreux, plus serrés. « Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas » dit Samuel. « Mon travail consiste à prendre soin » répondit Aïcha. « Je paie pour un service, pas pour des leçons » dit Samuel. « Les progrès de Thomas montrent que la méthodologie fonctionne » insista-t-elle. « Tu me défies » dit-il. « Je défends l'enfant » dit-elle. « Appelle la sécurité » pesta Samuel. « Appelez si vous voulez, mais regardez les résultats » murmura-t-elle. Le ton monta, une voisine, Sophia, frappa à la porte et leva les yeux quand elle vit la scène, tandis que le petit Thomas commença à pleurer timidement, tiraillé entre son attachement et la colère soudaine du père. Les mots creusèrent un fossé moral. Accusation de discrétion, accusation de manipulation, allusion à la couleur de peau d'Aïcha qui fit vibrer la pièce d'une tension raciale implicite. Les voisins murmurèrent, la réceptionniste du bâtiment, Jeanne, appela le gardien, Karim, qui regardait de l'autre côté de la porte, et la première étincelle d'une dénonciation publique fut allumée. La suite promettait d'être plus qu'une querelle domestique, elle prendrait la forme d'une véritable investigation privée. Si vous ressentez de la colère ou de la surprise en lisant ces lignes, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de spectateurs se retrouvèrent bouleversés en constatant comment le pouvoir peut réduire au silence des talents invisibles. Maintenant, dites-nous ce que vous feriez. Écrivez dans les commentaires « Je défendrai » ou « Je douterai » et expliquez en quelques phrases pourquoi vous choisiriez l'une ou l'autre option. Vos réponses nous aideront à comprendre la diversité des réactions face à l'injustice et à la discrimination sociale. Les meilleurs commentaires seront lus et cités dans la prochaine vidéo pour nourrir une table ronde sur les moyens concrets d'identifier et d'appuyer des talents cachés dans nos quartiers et dans nos écoles. Partagez un exemple local si vous en avez un, ou un souvenir où une personne discrète vous a surpris par sa compétence. Maintenant que vous avez donné votre opinion, revenons à l'histoire pour voir jusqu'où cette investigation allait mener et quelles preuves allaient bouleverser la réputation d'un homme puissant. Samuel ne se contenta pas d'un affront verbal. Il engagea son assistant, Marc, pour rassembler des éléments et appeler un avocat, Maître Lemaire. Il fit installer discrètement une caméra dans le salon et demanda à son directeur de communication, Claire, de surveiller toute fuite médiatique. « Je veux comprendre qui est cette femme », dit-il à Marc. « Nous devons savoir si elle a une formation cachée ou si cela menace la réputation de la famille », ajouta Claire en prenant des notes. Marc appela un détective privé, Lucas, qui avait travaillé pour d'autres clients influents. « Je vais vérifier ses antécédents, ses comptes, ses réseaux », promit Lucas. Les premiers constats firent déroutants. Peu de traces administratives, aucune inscription scolaire formelle, des adresses successives mais aucun diplôme trouvé dans les bases publiques. Pourtant, des messages vocaux récupérés sur un ancien téléphone révélaient une voix semblable à celle d'Aïcha, donnant des explications détaillées sur la phonétique et la relation parent-enfant.
La suspicion glissa vers la méthodologie. Pouvait une simple employée avoir développé une méthode d'apprentissage qui surpasse des spécialistes officiellement reconnus? Samuel fit appel à un spécialiste en pédagogie, le professeur Étienne Roux, pour une évaluation. Roux insista sur la nécessité de preuves et proposa une expérimentation contrôlée. Aïcha garda son calme. Elle savait d'où venaient ces méthodes. Elles étaient le fruit d'expériences de vie et d'observation, d'heures passées à aider des enfants du quartier et d'un apprentissage informel auprès d'enseignants locaux. Elle se prépara à expliquer publiquement sa démarche si nécessaire et à montrer des preuves documentaires accumulées dans des carnets, des lettres de parents et des évaluations anonymes. L'investigation commença à basculer du privé au professionnel. Des journalistes locaux, une petite télévision régionale dirigée par Karim, qui sentit le potentiel d'une histoire à fort retentissement. La tension monta lors d'un interrogatoire organisé en coulisses. Dans une salle d'attente éclairée par des néons, 3 spécialistes furent conviés pour juger la méthode. Le professeur Étienne Roux, Dr Claire Moreau, psychologue scolaire, et Nadia Benali, directrice d'une fondation d'éducation. Les échanges furent vifs et plus nombreux que prévu. « Montrez-nous des résultats standardisés », demanda Roux. « Nous avons des évaluations comparatives », répondit Aïcha, en tendant des feuilles griffonnées et des lettres de parents, y compris de Jeanne et de Sophia. « Ces documents semblent artisanaux », dit Nadia. « Ils traduisent un progrès réel chez des enfants en difficulté », répliqua Claire Moreau en scrutant les exemples. « Quelle est votre méthodologie exacte » interrogea Roux. « Une combinaison de jeux phonétiques, de gestes multisensoriels et d'encouragement constant » expliqua Aïcha. « C'est imprécis » objecta Nadia. « Les progrès sont concrets et mesurables » répondit Aïcha. « Nous pouvons reproduire l'expérimentation » proposa Lucas le détective qui avait coordonné des tests dans une garderie voisine. « Je veux entendre l'avocat » dit Samuel. Maître Lemaire évalua les risques pour la réputation. Si ces preuves se vérifiaient, cela peut devenir une révélation publique et poser des questions d'ordre institutionnel et financier, annonça l'avocat. La salle vibra d'une attente nouvelle. La confrontation cessait d'être une querelle de salon et devenait une dispute sur la légitimité des experts et la discrimination à l'encontre d'une femme noire dans un milieu privilégié. La préparation de la révélation prit la forme d'une collecte méthodique de preuves. On retrouva des emails anciens d'universités locales qui avaient sollicité Aïcha pour animer des ateliers informels, des notes de professeurs de l'école de quartier et une lettre signée par un conseiller municipal, Marcel Dupont, recommandant la transmettre pour un prix local. Parmi les pièces, un enregistrement audio d'une session dans une bibliothèque publique montrait Aïcha guidant plusieurs enfants en difficulté de lecture avec des exercices précis et répétitifs. On trouva aussi des courriers de parents, notamment de Fatou et de Bruno, attestant de progrès rapides. Ces documents furent centralisés par Lucas et par Claire, la directrice de la communication, pour préparer une conférence. Samuel sentit la pression monter. Des investisseurs commencèrent à appeler son bureau, intrigués par la tournure publique potentielle de l'affaire. Le mot « révélation » circula. Des discussions avec des représentants d'une institution prestigieuse, la Fondation nationale pour l'éducation, furent engagées afin de vérifier la méthodologie. L'action prit une tournure judiciaire quand une plainte anonyme pour discrimination fut déposée contre Samuel. La réputation se fissura, le financement de certains projets caritatifs fut mis en suspens et des voix qui jadis le louangeaient se firent plus prudentes. Le moment de la grande révélation fut organisé dans une salle de conférence d'une université locale, remplie de journalistes, d'universitaires et des parents. Aïcha fut invitée à présenter sa méthode tandis que Samuel siégeait parmi les invités, visage fermé. La conférence commença par une introduction du professeur Roux qui posa la question de la validité scientifique. Ensuite, des enregistrements furent projetés, des preuves documentaires présentées et des analyses comparatives exposées. Le dialogue public fut dense. « Comment expliquez-vous ces résultats » demanda Roux sur scène. « Par la répétition multisensorielle et l'implication des proches » répondit Aïcha. « Peut-on reproduire cela à l'échelle d'une institution » demanda Nadia. « Oui, avec un financement adapté et une formation structurée » dit-elle. « Qui a financé vos activités » interrogea un journaliste. « Personne pour l'instant, juste du bénévolat, des dons modestes, des boîtes de crayons offertes par une association » répondit Aïcha. « Cela suffit pour commencer » ajouta Claire Moreau en montrant des courbes de progrès. Un enregistrement sorti des dossiers prouvait que des spécialistes sentaient déjà l'efficacité de la méthode mais n'avaient pas su la formaliser. La salle resta silencieuse pendant une fraction de seconde, puis éclata en questions et murmures. Certains applaudirent, d'autres murmurèrent au sujet de la précarité des preuves. La conférence transforma la dispute privée
transformée en un débat public sur la discrimination, la preuve, la méthodologie et la responsabilité des institutions éducatives. La retombée fut immédiate et violente. Des investisseurs retiraient des engagements liés à des projets communs avec Samuel. La fondation, qui avait accepté des fonds conditionnels, demanda des explications et mena une revue externe. Un comité d'éthique ouvrit une enquête sur les pratiques de Samuel dans d'autres institutions où il siégeait. L'avocat de Samuel conseilla une stratégie de communication pour limiter les dégâts, mais des voix publiques, menées par Karim et par des associations locales, exigèrent des comptes. Des journalistes publièrent des chronologies et des copies de courriels montrant que Samuel avait tenté d'effacer des traces et de minimiser son rôle dans le licenciement d'enseignants du quartier. La plainte pour discrimination gagna en visibilité et une procédure administrative fut lancée contre l'entreprise de Samuel pour harcèlement. Certains spécialistes qui avaient critiqué publiquement la méthode furent contactés par des députés et durent justifier leur position face à des parents soucieux des progrès constatés. La réputation de Samuel tomba en miettes en quelques semaines et plusieurs institutions annoncèrent un moratoire sur ses invitations. La vie d'Aïcha changea rapidement. On lui proposa des collaborations, des invitations à des séminaires et un poste de consultante auprès d'une association éducative dirigée par Fatou. Elle refusa d'abord par pudeur, puis accepta d'animer un atelier pilote dans l'école primaire où enseignait Jeanne. Le premier atelier public fut une petite victoire. Thomas, le garçon, revint lire devant la classe et obtint un sourire complice de sa maîtresse. Des bailleurs proposèrent un financement pour amplifier la formation et la fondation locale accorda une subvention pour un projet pilote visant à intégrer sa méthodologie dans des centres de soutien scolaire. Aïcha reçut une lettre de reconnaissance du maire, René Martin, et une proposition de nommer espace éducatif à son nom. Sa vie resta humble, mais désormais elle avait une voix officielle. L'enfant dont elle avait pris soin montra des progrès quantifiables et fut réorienté vers un niveau scolaire adapté à son âge. La transformation personnelle fut rapide mais fragile. Elle sut que venir sous le feu des projecteurs apporterait son lot de résistance et d'attentes nouvelles. Un des moments de tension les plus durs se déroula lors d'une audience administrative qui dura 2 jours. Les échanges furent acrimonieux et le public énervé. Les paragraphes suivants décrivent l'intensité de ces 2 jours avec précision sensorielle et émotionnelle pour transmettre la pression ressentie par chacun des acteurs impliqués. Les voix s'élevaient, les questions se succédaient, on sentait l'odeur de nervosité café et tabac froid, le froissement des papiers et le cliquetis des stylos. Le jury examina les preuves physiques, les transcriptions et les témoignages. Aïcha prit la parole et raconta son parcours et sa méthode en termes simples, en montrant des exemples concrets de progrès. Sa voix trembla parfois, mais resta convaincante. Les paragraphes de ce moment de tension montrent aussi le regard des enfants présents, la rondeur des néons au plafond et la sensation de sueur sur le front de Samuel, habitué aux salles climatisées et aux micro-flatteurs. Ce moment dura assez longtemps pour inverser l'opinion d'une partie de l'Assemblée. Un autre point de rupture apparut quand des documents internes furent révélés montrant que certaines institutions avaient privilégié des projets en fonction d'intérêts privés plutôt que de résultats éducatifs. La dénonciation provoqua des appels à des réformes. La troisième grande tension survint lors d'une émission télévisée régionale où Samuel tenta de reprendre la parole. Le plateau, éclairé par des spots puissants, fut le théâtre d'un face-à-face tendu. Les micros amplifièrent chaque respiration, chaque soupir. Aïcha fut invitée en direct et répondit calmement aux accusations, renvoyant la conversation vers les enfants et les progrès documentés. La séquence dura et la pression médiatique fit boule de neige, entraînant critiques et soutien en ligne. L'entreprenant du protagoniste caché ne fut pas immédiate, mais elle fut réelle. Des institutions locales l'invitèrent à former des animateurs. La municipalité débloqua un budget pour un programme pilote. La Fondation nationale pour l'éducation proposa un partenariat de recherche pour formaliser la méthodologie et produire des preuves quantitatives. Aïcha fut nommée consultante principale pour un projet qui toucherait 20 écoles pilotes. On lui offrit un salaire, un bureau modeste et une équipe dont Fatou et Lucas firent partie pour assurer la mise en place et la vérification des données. La reconnaissance publique inclut des articles, des prix locaux et des invitations à parler dans des colloques. Son héritage commença à se forger non pas comme un luxe, mais comme un outil pratique destiné à réduire la discrimination systémique et à valoriser les processus d'apprentissage alternatifs. 1 mois plus tard, la communauté s'était rassemblée autour d'elle. Action concrète. Les ateliers animés par Aïcha avaient touché 113 enfants dans les quartiers nord, dont 21 enfants avaient rattrapé leur retard de lecture selon des tests standardisés. La mairie publia un rapport qui mentionnait la nécessité d'intégrer des approches multisensorielles dans les programmes municipaux. Des parents comme Bruno et Fatou témoignèrent publiquement de la transformation de leurs enfants et la presse locale salua les progrès. La présence de la méthode dans une école permit à Thomas d'obtenir une évaluation favorable et une orientation vers une classe adaptée.
L'ambiance dans le quartier changea, on ressentit une fierté collective, l'odeur des cafés partagés dans les réunions de parents, le bruit joyeux des enfants dans la cour. Aïcha continua de recevoir des messages de reconnaissance, mais elle restait prudente face à la politique et au financement, consciente que la stabilité dépendrait d'engagements durables. 3 mois après la révélation, les choses se consolidèrent, mais de nouveaux défis apparurent. Le partenariat avec la Fondation permit d'engager une petite équipe de chercheurs pour mesurer scientifiquement les résultats. Les premiers rapports intermédiaires montraient des progrès significatifs, mais des voix critiques exigèrent des échantillons plus larges et des méthodes plus robustes. La polémique sur la légitimité de parcours non académiques reprit de l'ampleur dans certains médias. Des appels au financement vinrent d'entreprises locales et d'une fondation européenne, et un projet pilote de formation pour 30 animateurs fut lancé. Aïcha dut apprendre à gérer des réunions formelles, à rédiger des rapports et à travailler avec des spécialistes tels que le docteur Claire Moreau et le professeur Roux qui finirent par reconnaître la valeur de la méthodologie après des preuves supplémentaires. La tension entre la simplicité pratique de sa méthode et les exigences bureaucratiques resta palpable. Malgré cela, 32 écoles montrèrent un intérêt pour une adoption partielle et plusieurs parents remarquèrent des progrès tangibles chez leurs enfants. 6 mois après, l'impact commença à se voir à plus grande échelle et à pénétrer les institutions. La mairie annonça la création d'un centre pilote dédié aux approches inclusives d'apprentissage, financé conjointement par la Fondation nationale pour l'éducation et des partenaires privés désormais sous surveillance citoyenne. Une évaluation indépendante montra que les enfants inclus dans le programme faisaient en moyenne un bond de 6 mois en compétences de lecture en 4 mois d'intervention, chiffre repris dans un rapport public. Samuel avait vu sa réputation sérieusement entamée, plusieurs de ses commissions furent réexaminées et il dut présenter des excuses publiques. Des réformes internes furent proposées dans certaines institutions pour éviter le retour des biais et de la discrimination. La vie d'Aïcha avait changé, elle donnait désormais des formations, participait à des conférences et son nom était cité comme exemple d'une personne qui avait transformé une injustice privée en une innovation sociale. Son héritage commença à se construire autour d'une idée simple mais puissante, donner voix et moyens à des talents invisibles. L'histoire montre comment une découverte intime peut déclencher une investigation, conduire à une révélation publique et provoquer des réformes concrètes. Elle rappelle aussi que la lutte contre la discrimination nécessite des preuves, des institutions prêtes à écouter et un engagement communautaire. Si vous avez été touché par ce récit, pensez à soutenir les initiatives locales qui repèrent et valorisent des talents cachés et à partager des ressources pour que d'autres enfants bénéficient de progrès réels et mesurables. Si vous voulez suivre les développements de cette affaire et des cas similaires, abonnez-vous pour ne pas manquer les mises à jour et les interviews des protagonistes qui continueront à nourrir ce débat essentiel sur la justice, l'éducation et le legs que nous souhaitons laisser aux générations futures.